Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. Vous êtes au cœur de la mêlée dans ce week-end de phase finale de Top 14. C'est le grand départ des phases finales avec les barrages qui vont commencer demain Toulon-La Rochelle et dimanche, Union Bordeaux-Bègles, le Racing 92 avec au milieu de tout ça un access match entre Grenoble et Montpellier. Le perdant sera en Pro D2, le gagnant en Top 14. Voilà, vous avez toutes les infos pour ce week-end et on va en parler justement sur Sud Radio avec Quentin Cavanis. Salut Quentin. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce week-end déjà décisif. Ouais, ça va ? Écoute, je te sens en grande forme. T'insultes à peu près tout le monde avant l'antenne, donc c'est que tout va bien. C'est faux. C'est un bien grand mot, quoi. Julien Thomas, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Mais c'est qu'il est en forme la pépite. S'il insulte tout le monde déjà avant l'antenne, c'est que il va nous faire, je pense, une belle heure d'émission. Et puis surtout, ça y est, phase de finale. On est dans le sprint final. Et puis maintenant, place aux grillades et surtout aux phases de finale qui vont être alléchantes même à l'access match. Exactement. On parle de grillade, on parle de phase finale. Forcément, on va vers Philippe Spanghero. Bonsoir Philippe. Salut messieurs, comment ça va ? Ça va ? Bah écoute, ça va très bien et toi ? Bah très bien. Mais dès qu'à Philippe, de toute façon tout va bien. Oh là, ça commence. Et beaucoup d'amour. Ça va pas durer. Mais il y a déjà beaucoup d'amour pour commencer cette heure de cœur de la mêlée. Dans un instant, on est avec notre invité Benjamin Boyer. On est aussi avec Antoine Mazère, Clément Combe. Bonsoir messieurs. Bonsoir Alex. On va évoquer toutes les news de cette semaine. Pas mal de petites news et d'ailleurs des choses qui viennent de tomber il y a quelques instants au rayon des transferts. Quentin Cavanis. Alors des choses, il s'en passe partout, mais déjà on va parler de ce qui concerne les matchs de ce week-end avec Toulon qui sera privé de Priso, Abadi et Payawa face à La Rochelle en barrage de Top 14. Côté Rochelais, il y a aussi la blessure de Panverne à signaler qui sera absent jusqu'à la fin de la saison. Mais le retour de Reda Wardy. Exactement, donc une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ce sera à vous de juger. Très bonne nouvelle pour La Rochelle. Pour Wardy, mais pour Panverne c'est plus compliqué. Ah bien sûr. Voilà. En tout cas, le MHR sera face à son destin ce week-end. Le MHR qui joue son maintien dimanche à 18h face à Grenoble. Et pour les aider, près de 3000 supporters héroltais devraient faire le déplacement au stade des Alpes de Grenoble. Autre nouvelle qui est tombée aujourd'hui, c'est le changement de direction du côté de l'ASBH. Jean-Michel Vidal, le président depuis 4 ans, a pris la décision de quitter le club. On ne connaît pas encore le nom du remplaçant. Pau, en termes de transfert, a tapé fort avec déjà 11 recrues annoncées, 3 piliers qui ont signé jusqu'en 2027. Bibi Biziou, 22 ans, qui arrive de Clermont. Kolashvili arrive de l'UBB. Arieta arrive du côté de Béziers. Lui, tout ça signe du côté de Pau, tout comme Thomas Jolmes, Rémi Piquet, Louis Credoz également va arriver du côté de Pau. Il y a Joël Pokou qui arrive également. En troisième ligne, il arrive de Lyon. Et puis, on va pouvoir aussi annoncer la venue de El Bibouji qui, lui, sera prêté à Agen, mais qui s'est engagé jusqu'en 2027. Il y a des transferts aussi du côté de Castres, ça vient d'être annoncé. Quentin, avec l'arrivée de Paul Gédrasiac, de Will Collier, de Guillaume Ducas en venant donc de Pau, de Nicolas Corato aussi palois, de Christian Badiang, le joueur de Nevers, et de Rémi Bagé, le Bayonnais. Et dans le staff, l'arrivée aussi donc de Xavier Sadorni pour remplacer au poste d'entraîneur des trois quarts David Daré-Carrère. Parmi les départs, Nakosi est annoncé du côté de Vannes. Exactement, Vannes, futur top du top 14 qui serait proche d'engager Nagosi. Toujours en termes de changement ou de prolongation, exactement, je l'ai senti. Ribans, lui, a prolongé du côté de Toulon. Il a prolongé jusqu'en 2028. Et puis en Pro D2, ça bouge aussi avec une grosse arrivée du côté de Soyaux-Angoulême. On vous l'a annoncé cette semaine sur Sud Radio. C'est Johnny May qui signe 2 ans du côté de la Charente, Alexandre. Merci beaucoup Quentin Cabanis, on est avec toute l'équipe. Est-ce que tiens, il y a une petite news que vous voulez souligner, Rémi Rémi non, mais Rémi. Non, Rémi pas. On l'embrasse, Rémi André qui a fait la meilleure. Oui, non mais non, Julien Thomas et Philippe Spanghero, mais j'ai donné un carton bleu, du coup je l'ai repris. C'est un boomerang ce carton bleu. Julien Thomas, est-ce qu'il y a une petite news que tu peux revenir ? Petite info, bien sûr, la petite news quand même, c'est côté Biterrois, avec l'excellente saison, la qualification, puis cette défaite bien sûr dans les phases finales. Et la présidence qui a été pour l'instant abandonnée, mais on cherche repreneur, on cherche et on sait toujours pas. Donc quand même c'est assez indécis, proche de la nouvelle saison parce que tout va vite, on va dire dans la période de vacances et reprise de championnat prochaine et de saison prochaine. Donc c'est quand même un sujet qui est fort intéressant à suivre.
Ouais, c'est vrai, avec notamment il y a eu des petites affaires extrasportives aussi du côté de Vannes et des amendes qui ont été infligées par la Ligue nationale de rugby. Puis l'arrivée aussi il y a quelques heures annoncée donc de Taylor Gontignac, le 3/4 centre de Rouen, fils de Roméo Gontignac, entraîneur d'Aurillac. Donc Taylor Gontignac, le 3/4 centre qui arrive à Béziers. C'est vrai que Béziers c'est un sujet important, c'est un sujet que tu as suivi aussi, Philippe Spanghero. Oui, c'est un dossier important parce que c'est un club important du rugby français qui a retrouvé une place prépondérante avec sa saison. Je connais assez bien le dossier parce qu'au moment de l'arrivée de Jean-Michel Vidal, j'ai travaillé avec eux. Je suis pas très inquiet pour le club de Béziers, d'abord parce que au-delà de toute considération politique, je sais que Robert Ménard a fait beaucoup pour ce club après l'épisode Dominici, quand le club était en grande difficulté, et il a vraiment mouillé la chemise pour le sauver. Il est allé chercher Jean-Michel Vidal et Michael Gage qui ont formé un superbe binôme pour remettre ce club à flot parce que la situation était très 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 complexe. Donc j'ai pas trop de doutes parce que la mairie donnera aux repreneurs potentiels des garanties de soutien parce qu'elle a toujours été au soutien et elle a joué son rôle. Donc ils trouveront un candidat. Mais en tous les cas, on peut vraiment saluer le boulot qui a été fait par Jean-Michel Vidal et je le répète aussi Michael Gage qui était le coprésident parce que en effet quand ils ont repris ce club, la situation était très très compliquée. Ouais, c'est vrai, une situation assez compliquée. Bon, voilà, maintenant c'est vrai que le club est forcément à plus de valeur désormais puisqu'il a atteint quand même, on le rappelle, bien les demi-finales de ce championnat de Pro D2 avec une magnifique saison et un engouement exceptionnel du côté du stade Raoul Barrière. On se rappellera longtemps de ces barrages du côté donc de l'Hérault. Oui. Dans quelques instants sur Sud Radio Toulon à La Rochelle, on va évoquer justement ces premiers barrages avec Benjamin Boyer et notamment bien évoquer le RCT de retour en phase finale. C'est dans un instant sur Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio du rugby. On est bien dans ce premier week-end de phase finale de la saison 2023-2024 de Top 14. Les barrages, c'est pour demain et après-demain, Toulon-La Rochelle, puis Union Bordeaux-Bègles, le Racing 92. On va évoquer ces deux barrages avec nos consultants, Julien Thomas, Philippe Spanghero et vous au 0826 300 300. Et puis on accueille un invité, ancien consultant Sud Radio, qu'on se fait le plaisir de recevoir, Benjamin Boyer. Bonsoir, comment ça va ? Salut Alex, ça fait un petit moment qu'on s'est pas eu. Mais ouais, ça fait un moment. Les soirées de Pro D2 qu'on a passées, ça fait un petit moment. Oui, ça fait longtemps. Et bonjour messieurs, Salut Benjamin. Salut. Bonsoir à tous. Bon, ça fait très plaisir de t'avoir sur Sud Radio, Benjamin. On rappelle 5 sélections passées par de très très grands clubs et on se rappelle notamment de ces matchs que tu avais fait face à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, un peu dans la même période que Julien Thomas. Vous n'avez pas joué ensemble quand même, parce que Julien 2008 contre mais pas ensemble. Ouais. Ah, contre mais pas ensemble. Ouais, contre, ça c'est très très difficile d'aller jouer à Montpellier en temps de Julien, c'est toujours des batailles en finale. Mais non, on n'a pas réussi à être ensemble en Ligue de France. Bon, c'est peut-être partie remise. Un jour en plus de 55 ans, on sait jamais, ou en plus de 45 ans, je sais pas si ça existe. Mais bon, pourquoi pas. Peut-être un jour tous les deux. Alors, on va dire à Benjamin qu'Alexandre Priam s'est amélioré au jeu au pied. Voilà, c'est tout. Voilà, donner l'information. Du coup, je vais en profiter. Benjamin Boyer, il y a quelques mois, on a fait un petit concours de tir au but avec Julien Thomas à Narbonne. Et voilà, je l'ai battu. Voilà, je l'ai battu. C'est comme ça. Tu connaissais mieux le vent que lui, peut-être à ce moment-là. C'est ça. Ouais, et puis non, mais en plus, j'ai Cassaillet, ouais, mais j'ai gagné sur un drop du talon, ce qui est quand même, ce qui est véridique. Julien Thomas, ça n'est toujours pas remis. Cette histoire va durer toute la saison. Mais toute la saison, attends, mais t'es fou, ça va durer des années, Quentin, des années. Alors, Toulon de retour en phase finale. C'est vrai que c'est la première fois depuis 6 ans que le RCT est bien fini dans le top 6. Et on va revenir, sur cette saison varoise quand même un peu agitée, Clément Combe, notamment en interne, avec beaucoup d'arrivées en cours de saison et un recrutement qui avait pas été totalement bien ficelé. Elle avait été agitée avec, oui, comme tu l'as dit, beaucoup d'arrivées, un recrutement, on se demandait un petit peu, et puis finalement,
quand on regarde cette saison du RCT, c'est hors du terrain qu'elle est agitée. Parce que sur le plan sportif, hormis un petit retard à l'allumage, les Toulonnais ils sont dans le top 6 depuis la mi-novembre. Il n'y a eu que la 16e et la 18e journée où ils s'en sont sortis, mais finalement sans discontinuité, quasiment les Toulonnais sont dans le top 6. C'est une preuve de leur régularité. C'est plus hors du terrain, comme je l'ai dit, que ça a été agité. Avec notamment, on peut noter 3 épisodes. Peut-être il y a déjà des premiers désaccords entre Pierre Mignoni et Andrea Massi sur le jeu voulu, le jeu développé par les 3 quarts. Il y a quand même le gros épisode de cette saison, c'est l'épisode du fumoir qui éclate en plein milieu des doublons, si je ne dis pas de bêtises, où avec les révélations du journal L'Équipe qui font d'ailleurs péter un câble Pierre Mignoni en conférence de presse après une rencontre. Et puis il y a aussi cet épisode de la vente potentielle du RCT par Bernard Lemaître en fin de saison où il laisse courir le bruit que oui, pourquoi pas, s'il y a un repreneur potentiel, bah oui, le RCT pourrait être à vendre. Et en réalité, en fin de saison, il y a 6 victoires en 8 matchs. C'est peut-être l'équipe qui a le plus embêté le Stade Toulousain cette saison, ce qui est aussi une marque de leur performance, tout simplement sportive. Et c'est la première qualification en phase finale depuis la saison 2017-2018. Donc c'est à noter. Oui, ça a été très agité à Toulon en coulisses, mais sur le plan sportif, les garçons ont répondu présent. C'est une bonne saison du RCT, Benjamin Boyer. Est-ce que cette qualification en phase finale veut dire plus que juste une simple qualification? Est-ce que c'est le projet qui avance du côté du VAR, selon toi? Ça serait difficile de dire le contraire. Finalement, depuis 2018, ils sont absents des phases finales. Et puis surtout, c'est aussi le début du travail de Pierre Mignoni sur sa deuxième année au club, qui façonne un petit peu ce groupe. Alors vous avez parlé alors moi j'appelle ça un épiphénomène sur le fumoir, mais ça montre aussi la rigueur qu'il impose dans ce groupe, la rigueur de son travail, on le connaît, il est assez déterminé sur ce qu'il veut et voilà, ça fait partie un peu d'un détail, mais ça montre aussi quand même toute la rigueur qu'il impose à ce groupe. Ensuite, sur la saison, je reviens juste sur la saison du RCT. Effectivement, ça n'a pas été toujours flamboyant, mais en fait, il s'appuie honnêtement sur ce qu'a fait les forces quand il était adjoint de Bernard Laporte, une grosse défense, et aussi une grosse attaque. C'est ce qu'il a développé sur ces derniers mois, parce que Toulon, sur les derniers matchs, c'est quand même assez flamboyant en attaque. C'est la deuxième attaque du top 14, et ils sont en train de monter en puissance là sur leur principe offensif. On les voit où il y a beaucoup plus de vitesse que cet hiver, par exemple. On sent qu'ils arrivent sur ces phases finales avec énormément de confiance. Alors en plus il y a eu des arrivées et des départs dans le courant de la saison. Il y a eu l'arrivée de Jack Singleton en qualité de joker, il y a eu l'arrivée de Paul Augarbizi aussi en qualité de joker. Il a été échangé avec Christopher Tolofoua. L'arrivée aussi de Melvin Jaminet quand même. Les arrivées, est-ce qu'elles ont été marquantes ces arrivées, Philippe Spanghero, selon toi? C'est mitigé. J'allais dire que c'est mitigé sur l'impact qu'ils ont pu avoir sur la saison les uns et les autres. Bon, après, il y a eu des blessures. Encore une fois, il y a eu un début de saison un peu difficile avec du retard à l'allumage. Mais je crois, comme le disait Benjamin, que ça y est, les repères collectifs ont été trouvés depuis un petit moment. C'est vrai que malheureusement pour le RCT, l'extra sportif a un peu brouillé le regard qu'on avait sur cette équipe, parce que finalement dans la régularité, comme le disait Clément, depuis novembre ils sont au rendez-vous. Et sur les repères offensifs, sur l'évolution du jeu, je suis d'accord aussi avec Benjamin. Par contre, il y a une vraie interrogation pour moi au RCT, c'est la sereine dépendance, quoi. Parce que pour moi, l'évolution aussi dans cette animation offensive, c'est quand même très très lié à la personne de Baptiste Serein. Alors chaque club a sa forme de dépendance à des joueurs, mais à Toulon on a l'impression que c'est quand même beaucoup plus vrai qu'ailleurs, et c'est quand même un point d'interrogation, même si pour moi dans les phases finales avec le Stade Toulousain, c'est l'équipe qui aborde cette dernière ligne droite avec la meilleure dynamique. C'est intéressant, c'est vrai que cette sereine dépendance, tu l'as constaté encore une fois cette année, Julien, toi aussi? Ah, complètement. On en parlait en milieu de saison, quand il a été blessé, quand il n'a pas pu aller même proche de l'équipe de France. Et c'est vrai que le jeu offensif du RCT s'y retrouve quand il est présent. Et il amène cette plus-value d'entreprendre, de jouer les bons coups au bon moment, d'être dans le bon tempo, des temps forts, temps faibles, de gestion aussi de match, où parfois le RCT se perdait avec une autre charnière et qui même perdait son système de jeu. Et c'est vrai que quand il y a Serein, c'est la dépendance quand même de l'avoir, parce qu'il a ce calibre de mettre dans les bons rails au bon moment, et à la fois avec l'expérience
de mettre le RCT du bon côté. Et c'est vrai, quand on regarde la bonne dynamique sur les 10 derniers matchs, 3 défaites, il me semble, en top 14, c'est quand même une équipe du RCT avec l'exigence de Pierre Mignoni qui monte en puissance dans ces phases finales pour moi. Aussi, je rejoins Benjamin. Mais du coup, si on met un petit peu en miroir, Benjamin, cette équipe du RCT face à La Rochelle qui l'année dernière est vice-champion de France et champion d'Europe, mais cette année quand même connaît quelques difficultés. Une équipe d'abord à bout de souffle, qui est peut-être un poil mieux maintenant, même si ça a été franchement très irrégulier. Est-ce qu'on peut estimer que le RCT est logiquement favori demain ? Oui, on va dire que oui. Après, s'il faut choisir un favori, ça va être un match hyper serré. Les Rochelais, on l'a dit, ont loupé le coche sur cette saison, notamment en Champions Cup au match au Leinster, où en fait on s'attendait finalement, comme ils ont fait les 2 dernières saisons, de pouvoir réaccélérer dans les temps forts, et on a manqué un peu de second souffle, hein, et c'est globalement sur l'année on les a sentis un peu en difficulté. Il y a eu pas mal de changements, des essais de composition, Antoine Astoy à l'arrière, on a essayé de jouer sur différents leviers, mais on a vu que on a eu quand même du mal du côté de Ronan Le Gard. Maintenant, ils sont là, ils sont présents sur ce barrage, sur un match qui est très difficile à Toulon. Même si c'est la meilleure défense à l'extérieur de La Rochelle, ça va être un match très serré. Il va falloir encore augmenter vraiment le volume de jeu du côté de La Rochelle. Et il y a un élément déterminant aussi. On parlait des compositions et de la dépendance de Baptiste Sorin. Il y a aussi quand même le fait marquant qu'aujourd'hui les Toulonnais ils vont retrouver vraiment toute leur splendeur devant. Et il y a des joueurs qui ont été clés, qui ont été recrutés, et notamment Ribans, qui pour moi fait partie de ces joueurs, ces impact players qui font énormément de bien. Et Teddy Bobigny aussi, qui est devenu le capitaine de cette équipe. Donc voilà, il y a quand même une certaine alchimie, vraiment un travail qui est plutôt très important de la part des avants toulonnais, qui à mon avis sera forcément la clé du match face à La Rochelle. Donc on sait que le tonnage est important et qu'ils ont quelques soucis, notamment en mêlée fermée avec ces piliers gauche qui sont souvent blessés. Donc voilà, globalement ça sera un match serré, et oui, on va dire que le RCT peut partir favori. Alors évidemment on évoquera, on aura du temps durant le week-end d'évoquer toujours ce duel entre Toulon et La Rochelle. Parlons un petit peu du bébé Racing 92, 2 équipes avec 2 grands absents, d'un côté Nolan Le Garec, de l'autre côté Mathieu Jalibert, Julien Thomas. Les 2 vont manquer forcément. Quelle absence pourrait avoir le plus d'impact sur son équipe selon toi? Pour moi ce serait plus Le Garec. Le Garec, parce que quand même, quand il est présent, c'est un peu pas la dépendance sereine côté Toulon et lui côté Racing, mais quand même, il a cette importance vraiment avec la charnière quand il était avec Gilbert, et d'être le buteur, et d'être surtout dans une saison où il montait en puissance. Il a franchi, je trouve, vraiment des paliers et en expérience. Il s'est exprimé. Il a pris cette confiance du temps de jeu, et puis surtout de s'exprimer avec en plus les sélections qui leur a permis de s'étoffer au niveau un petit peu humain. Et c'était pour moi un des éléments de cette équipe du Racing qui était porteur de leur jeu et de leur plus-value pendant la saison. Et c'est vrai que pour moi ça peut être quelque chose, un poste important justement pour ce week-end. On a vu quand même, pour continuer sur le Racing 92, cette absence, on a senti qu'elle avait fait quand même des dégâts chez les supporters du Racing. Philippe Spanghero, définitivement, c'est pas une saison facile pour les Franciliens. Ils sont toujours en course, mais ils ont perdu quand même leur meilleur joueur de la saison. Non, c'est très compliqué parce que on se rapproche comme on peut du côté du Racing, et c'est vrai que Nolan Le Garec était un des éléments qui permettait d'avoir un peu de confiance, parce que on le répète, mais sur la phase retour du championnat, cette équipe du Racing, c'est, je crois que la pire équipe en termes de points pris. Heureusement qu'ils avaient pris beaucoup d'avance sur la phase aller, et donc il y a très peu de certitudes autour de cette équipe du Racing pour nous, pour leurs supporters. Donc Nolan Le Garec était un élément un peu capable de rassurer les gens, parce que c'est vrai qu'à son retour du tournoi, on a vu qu'il avait redonné un peu de souffle à cette équipe. Donc là, c'est compliqué. Moi, je suis plutôt d'accord avec Julien. C'est lui la plus grosse absence entre lui et Mathieu Jalibert, parce que l'UBB a dû composer quand même souvent cette saison sans Mathieu Jalibert. Ils ont joué des matchs
couperait des matchs importants en Champions Cup sans lui. Son remplaçant a tenu la route, a géré aussi des matchs sous pression. Donc voilà, la tâche elle est compliquée quand même pour le Racing qui arrive à l'UBB sans vraiment de certitude sur lesquelles s'appuyer sur son jeu, quoi. Là, juste pour finir, le seul truc un peu rassurant dans cette équipe du Racing sur ce dernier match, sur leur dernière sortie, c'est la capacité à bien finir. Ce caractère collectif pour aller chercher ce point, pour rentrer dans les 6 à La Rochelle, parce que jusque-là, on les avait vus s'écrouler à la 60e, on s'était même posé la question de la dimension physique aussi, au-delà du caractère collectif. Et là, c'est le petit point positif que je ressors de ce match à La Rochelle. Ouais, l'absence de Mathieu Gélibert, est-ce qu'elle peut mettre un petit peu le boxon dans cette équipe de l'Union Bordeaux-Bègles où le projet est plus fort que les joueurs, selon toi? Alors on va voir le verre à moitié vide et le verre à moitié plein en fait sur cette absence. Oui, elle est importante cette absence de Mathieu Gélibert parce que au final, on parlait des matchs coup près qu'a réalisé Mathieu Garcia sur le poste de numéro 10. En mémoire, le match d'Harlequins. Mathieu Gélibert ne joue pas ce match-là en quart de finale et l'UBB ultra favori se fait retoquer. Par contre, en championnat... Pardon Benjamin, je pensais aussi à un match important contre les Saracens où il avait fait un grand match, mais l'opposition était à remettre en perspective. Vous parlez de Champions Cup, mais Gélibert titulaire, c'est 72% de victoire cette saison. Matteo Garcia titulaire, c'est 46% de victoire cette saison. Mais Garcia a battu le Racing. À domicile, c'était lui qui jouait. Mais globalement, il a quand même bien suppléé Mathieu Gélibert. Et c'est pour ça que là, je voyais le verre à moitié vide. Après, sur le verre à moitié plein, c'est un formidable animateur, comme peut l'être Mathieu Gélibert. Ce n'est pas le buteur numéro 1, puisque ça sera Maxime Nicu, et même quand Mathieu Gélibert joue. Donc, comme je rejoins ce que disait Julien, l'impact, il n'est pas le même que l'absence de Le Garec. Après, il y a aussi une configuration, une structuration de phase finale pour l'UBB qui est assez géniale. Le match de barrage à domicile, la demi, même si c'est pas à Chaban, ça sera à domicile. Tout est fait pour que ce soit l'année de l'UBB. Donc voilà, je pense que le groupe va essayer d'élever son niveau, de répondre présent, parce que depuis des années, il faut quand même le dire, on l'attend cette équipe de l'UBB et on a du mal aussi à concrétiser. Honnêtement, sur les fins de saison, on a du mal à concrétiser. Là, ça y est, là, c'est le vrai match tout près. Je pense qu'ils vont répondre présent et qu'ils seront dominés les Racing Men ce dimanche. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. Ça nous fait toujours extrêmement plaisir. Reviens quand tu veux. Merci, Benjamin. Ouais, passez un bon week-end rugby, les amis. Ciao. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benjamin. Dans un instant sur Sud Radio, en avant l'écho, l'Access Match. Est-ce un duel à haut risque financier pour Montpellier, pour Grenoble? On va se poser la question dans quelques instants avec Philippe Spanghero. Et puis à 19h49, 45, 49, il y aura en haut de l'affiche ce soir avec 3 participants, Antoine Mazder, Quentin Cabanis et Clément. Et ce soir, on inverse les rôles. Il n'y aura pas un mais 2 juges. Julien Thomas et Philippe Spanghero qui vont juger tous les deux. Ils devront se mettre d'accord tous les deux pour faire un classement. On va se régaler. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, sur la radio du rugby. On est très heureux de vous parler de rugby et de ces phases finales de Top 14 qui commencent demain avec Toulon-La Rochelle à 21h. Puis, dimanche, Union Bordeaux-Bègles de Racing 92 à 21h aussi. Mais avant ça, dimanche, il y aura un access match entre Grenoble et Montpellier. Le perdant ira en Top 14. Le perdant ira en Pro D2, le gagnant en Top 14. On en parle tout de suite. C'est un en avant, c'est simple en avant. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon truc, non, rien ici. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. On va parler justement de cet access match. On a utilisé c'est un anglicisme, mais ça s'appelle comme ça, l'access match entre le Top 14 et la Pro D2. Est-ce un duel à haut risque financier? C'est un match où 2 mondes s'affrontent, Philippe Spanghero, mais est-ce qu'économiquement, il y a vraiment 2 mondes qui s'affrontent? Économiquement, je parle.
Oui, bien sûr, l'impact est très important en fonction du résultat. Il va influencer beaucoup de choses dans la stratégie des clubs en fonction de celui qui va monter, celui qui va descendre. Celui qui a le plus à perdre forcément, c'est le MHR, on s'en doute, parce que dans les négociations, en fait, ce qui pèse le plus lourd et qui est figé, c'est la masse salariale. Même si des joueurs peuvent partir en cas de descente, etc., il y a des clubs qui gardent quand même des gros contrats, des joueurs qui retrouvent pas au dernier moment de clubs de bon standing, donc qui décident de rester. Donc finalement, les clubs qui descendent ont peu de latitude sur cette masse salariale qui est calibrée sur le top 14. Et en face, il y a une perte très importante des revenus. Donc là, ça fait très mal pour le club de top 14 qui descend. Pour celui qui peut monter de Pro D2, c'est quasiment que du plus. Il y a des soucis de recrutement, en effet, et de gestion de la masse salariale, puisque ça se fait vraiment dans l'urgence. Mais on est sur des choses qui vont être positives à gérer, puisqu'il y aura des revenus additionnels. Et il faudra calibrer sa masse salariale et puis l'argent à dépenser en fonction de ses revenus prévisionnels à venir. Mais clairement, le risque, il est pour le MHR, qui pourrait perdre énormément d'argent. Alors, quand on parle de pertes importantes, elles sont impactées et justifiées par plusieurs aspects. Il y a d'abord les droits de reversion de la Ligue autour des droits télé, puisque on sait que l'écart est très important entre le top 14 et la Pro D2. Voilà, le montant minimum d'un club de Pro D2 de reversion de la Ligue qui inclut les droits télé et les reversions globales, c'est autour de 2 millions d'euros. Et puis on passe vite tout de suite à 4 millions pour le top 14. Donc déjà, vous voyez l'impact. Ensuite, il y a les subventions des collectivités, c'est toujours important dans le rugby. Et les collectivités ont des grilles en fonction de l'impact médiatique du club, première division, deuxième division, c'est un peu pareil dans tous les sports. Donc l'impact est quand même assez significatif. Et ensuite, vous avez les partenaires privés qui constituent l'économie, le socle de l'économie de ce sport dont on parle souvent. Voilà. Est-ce que ces partenaires là privés, ils sont suspendus au résultat de l'Access Match de dimanche? Pas complètement, non. De ce que j'ai vécu moi par expérience, il y a entre 75 et 85% des partenaires qui restent. Donc, il y a un double impact. Il y a une perte quand même d'un pourcentage qui peut varier entre 15 et 25% de partenaires. Parce que là, en plus, malheureusement, en plus du contexte sportif, il y a un contexte économique avec l'actualité politique, etc., qui fait que les entreprises sont un peu dans le flou et il faut s'engager commercialement là, début juillet ou pendant l'été. Et beaucoup d'entreprises vont avoir du mal à prendre des engagements. Ça, malheureusement, tous les clubs vont le subir, pas que ceux qui jouent cet Access Match. Mais en effet, donc il y a la perte de partenaires et il y a aussi la baisse du panier moyen, puisque forcément, on peut plus être sur le même prix en termes d'hospitalité, de visibilité autour du stade quand on est en top 14 que quand on est en Pro D2, forcément. Donc voilà, il y a le double effet qui se coule pour l'équipe qui descend et pour l'équipe qui monte, si potentiellement c'est une équipe de Pro D2, c'est difficile parce que là aussi, le problème, c'est d'aller voir ton socle de partenaires historiques et de leur dire au dernier moment que comme tu es en top 14, il faut mettre plus 20 ou plus 25% sur le produit. Ça, c'est difficile et en général, ça passe pas trop la première année. Donc, d'un point de vue du partenariat, c'est difficile vraiment d'aller chercher un effet extrêmement positif dès la première année. Bien sûr, ça joue, puisqu'il y a des places qui sont vendues, il y a plus de places vendues avec des hospitalités au one-shot en fonction des grosses affiches, parce que quand tu montes et que tu reçois Toulouse, etc., tu sais que même les partenaires que tu n'as pas signés à l'année, sur 1, 2 ou 3 matchs, les grosses affiches, il va y avoir du boulot. Donc, pour l'équipe qui monte, grosso modo, pour simplifier, tout est plus facile. Ah bah, c'est vrai que ça a du sens et c'est logique. Justement, on va arriver dans quelques instants sur une toute petite partie de débat, mais avant toute chose. De toute façon, tu m'écoutais pas là. Je te vois, t'envoies des SMS en même temps. Donc. Non, je t'écoutais et en fait pour tout vous dire, on est en train de travailler sur la séquence suivante aussi. Donc voilà. Et j'avais noté la partie débat, mais justement, je vais te rajouter une petite question supplémentaire. Philippe, est-ce que s'il y a une descente de Montpellier, ça peut remettre en cause la participation de Moed Altrad et le rythme quand même financier est un peu extraordinaire du MHR? Bah, de toute façon, c'est difficile de trouver un modèle économique dans un club comme Montpellier avec les standards qui ont été attendus par Moed Altrad.
Donc de toute façon, il est habitué à perdre de l'argent et tout ça n'est pas péjoratif. Il en a mis de sa poche, il a donné un bouclier à cette équipe, il les a rendus être président d'un club de top 14 ne rapporte pas d'argent. Voilà, faut quand même bien mais qui lui rapporte peut-être dans son entreprise. Alors ça, il y a tout un tas de synergies. Il y a une dimension. C'est pas fait anonymement, on va dire. Chaque président a un peu sa stratégie. Moi, d'Altrad, à un moment aussi, il y avait une volonté politique claire. Donc, quand t'es propriétaire d'un club qui est un acteur important du territoire, il y a un enjeu aussi de lobbying politique. Enfin, il y a plein de choses derrière. Forcément, il n'a pas perdu de l'argent comme ça sans y trouver une forme de retour sur investissement. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, il est habitué à perdre de l'argent avec Montpellier, sans parler de ce qu'il y a autour. Et en Pro D2, si toutefois Montpellier descendait, l'année qui arrive va être une année un peu catastrophique, forcément, en termes de pertes. Parce qu'encore une fois, je le répète, t'es calibré sur un rythme de Pro D2, de top 14 dans ta masse salariale pour la majorité de l'effectif. Et surtout, il y a quelque chose dont il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, les clubs de rugby sont des vrais PME. Et au-delà du sportif, il y a beaucoup d'emplois. Et ça, que tu joues en top 14 ou en Pro D2, les contrats sont pas les mêmes, c'est pas des contrats sportifs, c'est des CDI. Et puis, tu as besoin des gens. Parce que tu fasses 8000 personnes au stade ou que tu en fasses 12 000, tu as besoin des mêmes ressources pour organiser les matchs, pour gérer la comptabilité, la billetterie, la communication. Sauf si tu fermes des tribunes, quoi. Mais bon, là, c'est un autre truc. Non, mais là, tu rentres dans autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est assez terrible, c'est que tu as besoin quasiment du même nombre de ressources pour avoir beaucoup moins de revenus. Donc voilà, l'équation, elle est complexe. Encore une fois, c'est Montpellier qui a tout à perdre. Au-delà du fait que c'est l'équipe de top 14. Quand même. Pour le MHR. Parce que la question c'était l'Access Match, est-ce un duel à haut risque financier? Toi tu nous dis c'est plus un haut risque pour le club de top 14 que pour le club de Pro D2. Mais largement. Le seul risque pour le club qui monte de Pro D2, c'est d'être en difficulté dans son recrutement et de faire l'ascenseur et d'exploser complètement sur la saison en top 14 et derrière de redescendre en Pro D2 avec un club en ruine quelque part et finalement avoir perdu le fruit de plusieurs années de travail. Mais les risques sont pas du tout les mêmes. Je te rejoins de l'ascenseur du club de Pro D2 qui monte, qui descend. Mais quand tu descends, par contre, dans le championnat Pro D2, il faut y remonter. Tu y remontes pas. Là, il n'y a pas d'ascenseur. Hein. Des fois, tu. Non, donc c'est pas facile. Donc, dans un sens, mais dans l'autre, c'est plus le même. Julien pourra y répondre mieux que moi. Mais à Montpellier, j'ai une vraie interrogation. C'est une ville de rugby, mais on sait aussi quelque part que. Voilà, c'est un public qui s'est habitué à avoir des grosses affiches. Il y a pas forcément le noyau d'aficionados. Il y a pas le noyau d'aficionados qu'il peut y avoir à Béziers, qu'il peut y avoir dans des villes comme Vannes, avec une affluence moyenne. Et ma crainte, c'est si le MHR descendait. Est-ce que ils perdraient pas, ils se couperaient pas vraiment de leur public, quoi? Parce que moi j'ai très peur d'un scénario où le MHR en Pro D2 fait 3 ou 4 000 personnes au stade, quoi, tu vois. C'est et ça pour le coup ce serait assez terrible parce qu'après l'énergie pour reconstruire c'est énorme et c'est très long. Du coup, là, si on prend toutes ces données-là et on va essayer de faire un peu assez rapidement avec tous les deux, en dépit de l'attractivité sportive qu'il suscite, l'Access Match n'est-il pas trop cruel pour les clubs d'un point de vue structurel, économique et financier? Parce que nous on se régale, mais est-ce que quand t'es dans les bureaux, c'est pas vraiment un enfer en fait cet Access Match, Félix Panguero? Et même pour les coachs. Non, parce que pour moi en fait finalement on parle d'une semaine. Quelque part, les clubs qui sont concernés par cet Access Match, potentiellement en fonction des scénarios, une semaine avant, il y en a un qui aurait pu monter, un qui aurait pu descendre. Donc finalement, ça change pas grand-chose. C'est pas comme si on proposait une formule où les clubs soient rassurés sur leur avenir 2 mois avant. Et donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que finalement, ça change pas grand-chose d'un point de vue du calendrier et de la temporalité, du temps qu'ils ont pour s'organiser. Et deuxièmement, moi, je le trouve intéressant, la formule, je la trouve intéressante parce que philosophiquement, elle me plaît. Je trouve que une équipe comme Grenoble qui fait une fin de saison incroyable en Pro D2, qui loupe la dernière marche, qui a une autre occasion de se rattraper, et Montpellier qui fait une saison de son côté catastrophique et qui a une dernière cartouche pour se rattraper, je trouve ça quand même hyper intéressant d'un point de vue de la philosophie sportive. Honnêtement, ça aurait quand même été assez terrible de voir Montpellier descendre si on était toujours sur les 2 derniers qui descendaient.
Bien sûr, mais tu vois Julien, je te sens un peu plus dubitatif. Je sens que sur le sportif t'es d'accord, mais quand t'es dans les bureaux ou dans les staffs, c'est dur quand même. Hein. Oui, je pense que c'est des, comme disait Philippe, quand tu descends... Ouais, mais ça se joue à une semaine près. Eh bien, à une semaine près, quand tu descends, tu n'as plus les mêmes budgets, t'as pas les mêmes droits télé, t'as pas les mêmes. Ça se trouve, ton président ou les partenaires, t'en as 50% qui ne sont plus présents ou mettent la moitié de ceux qui mettaient quand t'es en top 14 avec la visibilité. Bon, voilà, de ce dont t'as parlé. Mais moi, sportivement, et même dans les bureaux, j'en suis sûr que au lieu d'être 4 à travailler à la com, ils vont être 2. Le staff qu'il y a, la pléiade dans le staff qu'il y a quand même Montpellierin, ne me dis pas qu'en Pro D2 tu peux garder ça. Dans les bureaux, dégraisser fortement. Et voilà, mais donc du coup Oui, mais Julien, il serait ce qui est logique en fait. Mais je suis d'accord avec toi. On serait sur l'ancienne formule. On n'en parlerait même pas, Montpellier serait déjà descendu. Et c'est quand même terrible de parler d'un club. Oui, mais c'est quand même assez terrible de parler d'un club champion de France il y a 2 ans. Qui a complètement dérapé au fil de la saison. 2010, Perpignan champion de France et derrière. Mais j'aurais quelque part aimé qu'il y ait cette formule pour Perpignan à l'époque. Je trouve que cette dernière cartouche, elle est intéressante. Voilà. Et en plus, elle permet de voir. Là, je te rejoins par contre. Elle permet de voir à quel point la Pro D2 a évolué et finalement à quel point le haut de la Pro D2 est proche du top 14. Tous les ans, c'est un bon baromètre pour voir quel est le niveau de ce haut de Pro D2. Et le Stade des Alpes sera à guichet fermé. Dans un instant, sur Sud Radio, en haut de l'affiche, au cœur de la mêlée avec nos consultants et nos spécialistes. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Alexandre Priam. Vous êtes sur Sud Radio, la radio du rugby. Dans un instant, en haut de l'affiche, parce qu'il va falloir bien choisir quelle est l'affiche la plus intéressante du week-end. Et il y aura 2 barrages et un access match. Certains plus que d'autres. En tout cas, il y en a un qui est normalement censé être extrêmement prêt. Hein. Il a mal à la Alors tête. Ce qui est magnifique, c'est que ce soir, on a 2 juges exceptionnels. Philippe Spanghero et Julien Thomas. C'est vous qui allez décider qui a choisi quelle affiche. Bah voilà, parce qu'en fait, ils ont fait des choix, ils ont préparé, et vous allez pouvoir tout remettre en cause. Il y en a qui ont préparé, pas d'autres. Il y en a qui bossent. Hein. Voilà. Philippe Spanghero. Des fois, la spontanéité. Quelle affiche va devoir défendre Antoine Mazère? Antoine Mazère, il va défendre UBB Racing. C'est pas celle qu'il avait prévue. Antoine Mazère, 30 secondes, c'est parti. UBB Racing 92 vers une 4e demi-finale consécutive pour les Girondins. Voilà les ambitions de l'UBB dimanche du côté de Jacques Chabon-Delmas. Avec 4 défaites lors des 5 dernières rencontres, le Racing 92 n'arrivera pas en confiance du côté de Bordeaux, mais Laurent Travers, il le disait lundi sur Sud Radio, la pression, elle est évacuée. La qualification est là pour les Racingmen et maintenant les Franciliens veulent venir gâcher la fête dans un Chabon-Delmas, on le disait, qui s'annonce en fusion. Alors l'affiche de ce week-end, c'est bien sûr l'UBB face au Racing 92 sur Sud Radio. Respect du timing. Pas mal, respect du timing. Honnêtement, s'il y avait aucune préparation, c'est plutôt bien. Eh ben, c'est le seul match que j'ai pas préparé. Ouais. Mais t'es un menteur. Je t'envoie les notes. Il y a 3 pages de notes en face de moi. Bah oui. Alors, Toulon, La Rochelle, Grenoble et Machère. Par contre, tu vas prendre moins 1. Hein. Mais il a préparé Julien Thomas. Alors, quelle affiche pour Clément Combe? Clément Combe, il fera, Bordeaux, Toulon, La Rochelle, pardon. Toulon-La Rochelle pour Clément Combe, c'est parti. Toulon-La Rochelle, en plus, c'est l'affiche que j'avais choisie, donc merci beaucoup Julien Thomas. Oui, Toulon-La Rochelle, enfin des retrouvailles pour les phases finales avec le RCT. On l'attendait depuis la saison 2017-2018. Le RCT, c'est peut-être une des meilleures équipes de cette deuxième partie de saison. Finalement, serein retrouvé, Garbici en bon animateur, le paquet d'avant dominateur. En face, La Rochelle en dents de scie. La Rochelle, ça a été compliqué, mais La Rochelle est là. Attention, parce que oui, la bête est blessée, la bête est en difficulté, la bête est usée par la Champions Cup, par cette saison à rallonge, mais la bête n'est pas morte. Voilà, donc Clément Combe qui a défendu. T'as quand même une sacrée bête. T'as quand même énormément dit la bête, quoi. Ouais, c'est une sacrée bête. La bête. C'est un match bestial. Et c'est exactement ça. De la bête vers la belle, du Quentin Cabanis. Il te reste donc Grenoble-Montpellier, 30 secondes, c'est parti. Et oui, le vrai match en jeu de ce week-end, c'est évidemment ce Grenoble-MHR. Pourquoi ? Parce que finalement, il en va de la survie d'une équipe du MHR qui, en cas de défaite, va descendre en Pro D2. Et Montpellier arrive justement avec une armée de supporters. 3000 supporters héroltés auront fait le déplacement du côté de Grenoble, le stade des Alpes, qui sera un stade volcanique pour cette occasion. Évidemment, il sera plein. Et puis Grenoble, de son côté,
côté, a perdu sa finale d'accession. Ils ont une deuxième chance et ils n'auront pas envie de passer à côté, messieurs, de cette finale pour eux. On a eu de l'affiche du haut niveau. Oui, j'avoue que. C'est un des plus beaux de l'année, je dois le dire. Il y a personne qui a fourché. Enfin, c'est vraiment, c'est impressionnant. Dans le timing, tout le monde. C'est vrai que. Après, on se met au niveau des phases finales. Hein. Alors, Julien, on a évolué au rythme de la saison. Julien et Philippe, vous allez devoir choisir qui finit deuxième, et puis après on découvrira le vainqueur et celui dont on ne donnera même pas le prénom. Qui termine deuxième en haut de l'affiche du premier week-end de phase finale de top 14 et de l'Access Match? Philippe Spanghero, Julien Thomas, vous mettez d'accord. Qui termine Julien, il m'envoie un message en me disant qui. Alors deuxième. Moi je sais. Attends, je dis. Ok. Attends, je vais écrire en même temps. Ah oui, alors ils sont en train de se mettre d'accord par un groupe WhatsApp, voilà, même pas, ça s'envoie en message privé carrément. Là non, mais on est à la vidéo, on demande de la vidéo, on va voir la. C'est bon, je t'ai envoyé fumée tous blanche, mes choix et tu fais ce que tu veux. Allez. Est-ce que la fumée blanche est là? Allez. Qui termine deuxième? Philippe Spanghero, tu annonces la deuxième place. Le deuxième, Antoine Mazer. Antoine Mazer, deuxième. Parfait. Il est content. En vrai, il est content. C'est la forme. Il y a eu une discussion quand même. Qui remporte l'en haut de l'affiche? La bête. Qui remporte l'en haut de l'affiche? Julien Thomas. On t'écoute. Est-ce Clément Combe pour Toulon-La Rochelle ou est-ce Quentin Cabanis pour Grenoble-Montpellier? Et on va mettre premier de cette affiche, en haut de l'affiche, notre pépita, Quentin Cabanis. Bravo. Sur mon affiche que j'avais choisie de base. Merci. Mais que c'est merveilleux. Finalement, pour le dernier de la saison. C'est mérité. Là, je pense qu'on lui fait un beau cadeau. Mais honnêtement, ça se jouait à rien. Je vais te dire, Clément, c'est la répétition de la bête qui m'a un peu perturbé, mais c'était quand même très bien. Mais les trois étaient très très bons. Il parle plus. Difficile. Il n'est plus avec nous. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain sur Sud Radio dès 20h avec toute l'équipe, avec Yoann Huget, Philippe Spanghero, Daniel Herrero du côté. Donc de Toulon pour Toulon, La Rochelle. Très belle soirée.